Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Nsafou pour notre deuxième rencontre sur So Sweet Planet et je suis heureuse de pouvoir rééchanger avec cette talentueuse autrice et j'ai envie de rajouter et créatrice parce qu'elle a plus d'une corde à son arc. Lors de notre première rencontre, nous avions parlé du manque de représentativité, de la diversité dans la littérature jeunesse. Laura avait déjà publié plusieurs très beaux albums jeunesse, dont Le chemin de Jada et Comme un million de papillons noirs, deux best-sellers. Après avoir elle-même souffert de ne pas trouver d'enfants noirs auxquels s'identifier dans les livres qu'on lui proposait lorsqu'elle était petite fille, elle a créé de magnifiques petites héroïnes noires. Laura est aussi connue pour son blog Mrs. Roots, où elle s'affiche blogueuse, littéraire et dangereusement afro-féministe. Ça a été rajouté, non ? Ça a toujours été là, depuis le début. Ça a toujours été là. Je ne l'avais pas remarqué autant la première fois. J'avais accroché sur l'autre phrase qui est que tu souhaites, en fait, qui est en tête de ton blog, écrire pour qu'il ne soit plus possible de dire encore une fois « je ne savais pas ». Et ça, c'est une citation d'André Brink. L'auteur d'une saison blanche et sèche, je le sais puisque Laura me l'a dit lors de notre première interview. Son activité de créatrice est foisonnante. Je ne peux pas ici résumer tout ce qu'elle a réalisé depuis notre première interview, mais je mentionnerai un nouvel album jeunesse dont on reparlera un petit peu, j'espère, à la fin de cette interview, magnifique, que j'ai reçu en PDF mais que j'ai lu entièrement parce que j'adore me plonger dans tes albums jeunesse, un album courageusement consacré au deuil, La demeure du ciel, aux éditions Cambourakis, et ce roman Nos jours brûlés, publié chez Albin Michel, un livre officiellement pour ados mais que j'ai dévoré, à croire que je retrouve mon âme d'enfant avec mon activité de So Sweet Planet. Bonjour Laura. Bonjour. Bienvenue sur So Sweet Planet. Merci beaucoup de me recevoir une seconde fois. Avec plaisir. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai regardé notre première et précédente rencontre. C'était le 20 février 2020. Ouais. Donc, on était quand même juste le 20 ou je ne sais plus. Enfin, c'était en février 2020. Donc, on était quand même pile poil avant le confinement, le Covid. Je ne sais pas si on en parlait encore quand on s'est rencontrés, mais... Je crois que c'était les tout débuts, ouais. Je crois que c'était un peu les prémices. On ne savait pas trop. Il y avait un peu cette espèce d'ambiance... qui planait, mais sans qu'on sache trop pourquoi. Voilà, donc il s'est passé tellement de choses depuis 2 ans. Donc quand même, ma première question, c'est est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais bien, merci de me demander. Bon, alors je suis quand même depuis ton activité un peu par Instagram, je vois beaucoup de belles choses passer. Alors il a fallu jongler pour caler cette interview parce que tu es très occupée. Entre la fin de l'écriture du tome 2 de Nos jours brûlés, nous on va parler du premier, ta résidence d'écriture à New York, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le sujet avec le tome 1 de Nos jours brûlés. Je lis la petite présentation pour que nos auditrices et auditeurs puissent embarquer avec nous dans cette aventure. Bien sûr. 2049, depuis 20 ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la pénombre. La faune et la flore se sont peu à peu adaptées et les espèces nocturnes multipliées. Pour les humains, s'éclairer, se nourrir, survivre sont devenus des défis quotidiens. Elikia, née peu après l'avènement de la Grande Nuit, et sa mère Diba se sont fixées pour mission de ramener le jour sur le monde. Persuadée que la disparition du soleil est liée à celle de Joudou, une ancienne et mystérieuse cité ayant abrité des esprits et des individus dotés de pouvoir, toutes deux sillonnent le continent africain dont elles sont originaires à la recherche de témoignages. Les récits glanés auprès des anciens les conduisent jusqu'à l'Adamawa, une montagne où nulle âme sensée n'oserait s'aventurer. Après la perte brutale de sa mère, Elikia va rencontrer l'éclaireur, un des seuls survivants du massacre de Joudou. À son côté, elle découvrira qu'elle peut faire usage de la magie et aussi que les 2 marques incrustées sur sa joue gauche la relient, malgré elle, à Goudi, la divinité responsable de la disparition du soleil. La jeune fille parviendra-t-elle à s'affranchir de l'emprise que la nuit exerce sur elle afin de respecter la dernière volonté de sa mère, poursuivre leur quête ? Alors vraiment, il y a
plein de choses dans cette fabuleuse histoire. C'est très très riche. Et avant d'en parler plus et de parler déjà des choses que moi j'ai pu noter, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu voulais qu'il soit, ce livre? Oh, très belle question. Je pense que déjà c'était l'aboutissement de plusieurs années de recherche sur l'univers en fait délicat. C'est-à-dire que il y a tout un univers que j'ai créé autour de ces divinités, de cette cosmogonie que l'on voit dans Nos jours brûlés et que je porte depuis maintenant 6 ans. Donc le hasard a fait que Nos jours brûlés sortent avant d'autres tomes de ce qui est un peu une saga que j'avais depuis longtemps sur mon disque dur. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu cette volonté de bien finir cet univers-là, de porter aussi un imaginaire, je pense qu'elle est un peu difficilement qualifiable parce qu'on me demande souvent est-ce que c'est du fantastique, est-ce que c'est de la dystopie, est-ce que c'est du futurisme, est-ce que c'est de l'afrofuturisme, et je pense qu'il y a un peu tout ça à la fois. Oui, c'est un peu tout Ouais, ça. je pense qu'il y a un Oui. peu tout ça à la fois. Donc, c'est vrai, cette envie de proposer un imaginaire un peu décloisonné. Euh, et surtout simplement aussi un imaginaire que j'aurais voulu lire en étant même lorsque j'étais adolescente, quoi. Oui, ça reste. Je me souviens que tu m'avais raconté la première fois que c'est Leonora Miano qui t'avait dit de ne pas te plaindre de ce que tu trouvais qui manquait dans la littérature, mais de créer toi-même, de Oui, remplir les vides toi-même. c'est ça. Et je vois que tu continues en fait. C'est ça, complètement. C'est dans le cadre d'une interview qu'elle m'avait dit ça que, en gros, c'était. Je lui demandais, enfin, je trouvais ça frustrant de voir une littérature qui ne concevait pas en fait qu'il puisse y avoir des points de vue euh, d'une littérature en fait noire répondant à, à l'hexagone même, en fait, un vécu propre à l'hexagone, à Oui. l'afropénénité, etc. Et donc, je me rappelle, avoir demandé à Léonora Miano, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'auteurs qui prennent ça en charge et elle m'a dit, mais c'est à vous de le faire. Et en fait, et je pense que Retour à l'envoyeur. c'est ça, complètement. Et ça m'avait bousculé en plus quand elle m'avait dit ça, parce que ben, j'étais encore étudiante et je me voyais pas du tout autrice plus tard. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand je regarde effectivement ma carrière qui est encore, qui est encore à ses débuts, hein, faut encore le dire, mais ça va faire vraiment. Si je regarde depuis Comme un lion de papillon noir, ça va faire 4 ans. Et j'ai 6 livres. Ouais, 6 livres qui sont sortis, dont 12 histoires audio. Enfin voilà, ça foisonne. Donc, ouais, je pense que j'ai respecté la consigne qu'elle m'a donnée. Mission accomplie. Enfin, en cours En d'accomplissement, cours parce que j'ai d'accomplissement, l'impression que c'est pas terminé c'est aussi. ça. Ça va être une longue mission. Alors, comment tu t'es préparé pour écrire cette histoire? Parce que tu dis que tu travaillais dessus depuis. Enfin, En fait, ma question, c'était est-ce que tu as laissé ton imaginaire travailler ou. Je connais déjà un peu la réponse, mais où est-ce que tu as fait des recherches sur ce qui existait en mythologie, en proposition de récits sur l'origine du monde? Qu'est-ce qui était important pour toi? Et par rapport à l'histoire des 6 ans que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est 6 ans par rapport à Nos jours brûlés ou par rapport à quelque chose d'autre ou de plus vaste? C'est vraiment 6 ans par rapport à quelque chose d'autre et de plus D'accord. vaste. Enfin, c'est plus vaste, vraiment, ce qu'on qualifie parfois de métavers ou de méta-univers Ah, ok, autour de, on va en de parler justement. voilà, bah, j'anticipe presque tes Oui. questions. Mais oui, vraiment, ça fait vraiment 6 ans, en tout cas, que j'ai posé vraiment l'univers avec donc les divinités que l'on aperçoit dans Nos jours brûlés. Après, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de recherche dans le sens où, d'une part, je suis passionnée de mythologie comparée et de cosmogonie et autres, et c'est vrai que ça m'a toujours posé des questions, bah, comme d'habitude, hein, ce qui est invisibilisé, ce qui n'est pas questionné. Quand on parle de l'Afrique et qu'on met la notion de mythologie en face, on nous propose juste une mythologie égyptienne, comme si c'était le seul pays qu'il y avait sur le continent, en fait. Alors qu'en fait, il y a d'autres mythologies, il y a des cosmogonies, mais il y a aussi des croyances et des religions euh, non occidentales, donc, qui ont plusieurs récits, en fait, sur la création du monde. Et ça me posait question, du coup, que face à un terreau comme ça, il n'y ait pas forcément de propositions, il n'y ait pas plus de propositions littéraires sur ces questions-là, ou du moins inspirées de ça dans la littérature mainstream, ou alors c'était souvent des récits que l'on retrouve peut-être du côté de l'auto-édition, mais là encore, du coup,
plus difficilement accessibles. Donc, Oui. c'est tout ça qui m'a fait réfléchir, parce que je voyais qu'en face, donc du côté de l'Afrique anglophone, on avait beaucoup de livres, de romans en fait, young adultes qui s'étaient emparés de ces questions-là, mais en s'inspirant en fait de cosmogonie anglophone, donc en s'inspirant des récits qu'on trouve au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de choses qui se sont exportées. Il y a beaucoup de choses qui se sont exportées, notamment autour de la culture Yoruba. Et, euh, et donc, nous, on est là en France. Oui. Et je me dis, mais bon, il y a un gros décalage. Donc, je me suis vraiment lancée dans ce travail-là, tout en ayant conscience de la place que j'avais, à savoir toujours cette idée que, ben, même si je suis afrodescendante, je reste une femme française, donc avec aussi un accès à la publication qui pourrait presque me donner la possibilité en fait, de dire des bêtises et en fait de les rendre plus visibles que les sources que j'utilise. Donc j'avais vraiment ce souci aussi d'être responsable dans le fait de, oui, proposer un imaginaire inspiré des croyances et des mythes d'Afrique francophone, Mhm. mais tout en rendant visible aussi les sources sur lesquelles je m'appuyais en fait. Et ça, c'était donc faire des recherches. Donc c'est-à-dire lire des thèses qui dataient des années 90 ou 80, mal scannées avec les moyens de l'époque. Un peu fastidieux. C'est ça, vraiment de côté un peu fastidieux, Oui. de s'intéresser aux différents alphabets qui étaient présents, voir aussi, et puis surtout en fait voir ce qui ressortait de manière, toutes les similitudes qu'il y avait en général au sein de la diaspora en fait, parce qu'il y a pas mal de symboles, de schémas qui sont très présents, comme je pense souvent l'exemple du serpent que l'on retrouve sous différentes formes, et Mm. souvent avec la même notion d'infini et de vie, etc. Qui n'a rien à voir finalement aussi avec une lecture occidentale du serpent comme étant influencé par cette lecture un peu du christianisme comme quelque chose de négatif en fait. Donc voilà, ça a été un travail de longue haleine que j'ai adoré faire. Ça m'a passionné. Et il n'est pas fini. Parce que je pense qu'on n'a jamais fini quand on s'intéresse à ces choses-là. Mais du coup, quand même, avec ce souci de bien baliser ce que je faisais, ce qui a donné en fait non seulement nos jours brûlés, mais aussi le lexique qu'on a à la fin avec toutes les notes qui permettent aussi aux gens d'avoir des références sur les sources que j'ai utilisées par souci en fait du détail, quoi. Et une certaine fidélité, sachant que autant il y a des mythes auxquels je me suis référée, autant il y a des religions donc, qui existent, qui sont pratiquées par Oui. des gens, et donc il y avait aussi un respect vis-à-vis de ça, de ne pas, voilà, de ne pas, ouais, enfin ouais, de ne pas participer finalement à, je sais pas, à dénaturer en tout cas la représentation ou l'image en fait de certaines croyances, Mm. quoi. Les lieux aussi. Alors, tu les as choisis comment? Parce on voyage pas mal, hein. Il y a le Oui, continent africain, mais il y a le Bénin dans le continent africain. On va au Brésil aussi, les Antilles. Est-ce que ces choix avaient pour toi une importance particulière? oui, complètement. Alors en fait, clairement, là, c'était un peu, pas toujours, hein, tu sais, avec le, ce dont je te parlais, avec cette même volonté dans Papillon Noir, montrer en fait une réelle diversité au niveau de la diaspora, et Oui. donc permettre aussi de faire voyager dans notre diaspora. C'est-à-dire qu'on a à la fois les Caraïbes, l'Afrique francophone, que ce soit Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, que ce soit Mhm. aussi le Brésil, donc aussi avec suivre un petit peu aussi l'histoire en fait de ces communautés-là Oui. géographiquement, et donc aussi forcer aussi une certaine curiosité du lecteur, parce que c'est toujours la même question. Faire voyager aussi un lectorat du coup français, c'est le forcer aussi à regarder une carte Oui. et donc à pouvoir s'interroger sur sa représentation de l'Afrique ou de la diaspora, et en plus dans un aspect futuriste, c'est-à-dire si déjà on connaît peu l'Afrique d'aujourd'hui, enfin si je suis un lecteur en fait qui connaît peu l'Afrique d'aujourd'hui et sa diversité culturelle, etc. Bah là, je me retrouve en fait dans une Afrique futuriste où il y a des enjeux qui ont été amenés avec la Grande Nuit, qui peut-être m'échappent et qui vont peut-être amorcer encore une autre forme de curiosité. Donc, et c'est une vraie richesse surtout. Après, c'est ça aussi l'intérêt aussi de ce voyage, c'est que on assiste à la fois à un voyage initiatique délicat, mais il y a aussi un voyage
qui mène à plusieurs rencontres, en fait, et à plusieurs manières, je pense, de rencontrer, en fait, qui sont les communautés noires, en fait, finalement. Oui. Donc tout à l'heure, tu parlais du fait que par rapport à ce livre et à ce que tu avais envie qu'il puisse représenter par rapport à ce qui manquait, à ce qui n'existait pas ou pas assez dans la littérature ici, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans ton travail de ce souhait de sortir des publics de niche, en fait, de pouvoir toucher le plus grand nombre et au-delà du public le plus facilement accessible. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que pour faire bouger les choses, il faut sortir de la niche, quoi, et des zones de confort. Et donc, comment as-tu convaincu donc la maison d'édition Albin Michel d'éditer ce livre? Est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé pour passer d'une situation où ça semble quasiment impossible, ce type de sujet dans une maison d'édition connue, classique, française? J'aimerais que tu nous expliques d'ailleurs pourquoi ça pouvait sembler impossible et comment tu es passé de ça semble impossible à ça existe, puisque aujourd'hui le livre a été publié par une grande maison d'édition française, il est dans les librairies dans toute la France et en plus un deuxième tome est en préparation. C'est tellement c'est fou parce qu'en réalité, enfin, j'ai réalisé vraiment avec la trajectoire de Nos jours brûlés, mais c'est vrai que la manière dont tu le résumes, ça résume tellement bien en fait à quel point c'est assez fort, ce qui, en tout cas en tant qu'autrice, pourquoi ça a été aussi fort de vivre ça avec ce manuscrit-là, puisque effectivement donc déjà pourquoi c'était difficile, je pense que ce qui est le plus parlant, c'est ce que je raconte souvent, c'est ma rencontre avec mon agent. C'est-à-dire que je rencontre mon agent en 2018, avant que Papillon Noir sorte, donc sans savoir le succès qu'allait avoir en fait ce livre pour enfants-là. Et donc j'avais déjà l'univers de Nos jours brûlés, enfin en tout cas pas mal de personnages comme la prêtresse, la mère de la prêtresse Ino et Goody, etc. Et je me souviens très bien avoir eu cette conversation presque un peu, je sais pas si c'est désespéré le terme, parce que c'est vraiment pas dans une manière négative que je le dis, mais vraiment en fait un sentiment de, ouais, je pense vraiment de désarroi quand j'ai rencontré mon agent et je lui ai dit bah voilà, j'ai envie d'écrire, mais en fait ce que j'écris n'existe pas en France. Et quand j'avais soumis à l'époque d'autres projets qui appartiennent au même univers, on trouvait ça exotique, ou alors on comprenait pas, ou voilà. Donc en fait, je me souviens vraiment avoir dit à mon agent, est-ce qu'il faut que je traduise ça en anglais pour espérer que ce livre paraisse? Et en même temps... Ton agent qui représentait aussi Toni Morrison, c'est ça, tout à fait, qui représentait... la même agence en tout cas littéraire qui représentait aussi Toni Morrison et qui donc en fait qui se trouve être une agence littéraire anglophone. Donc c'est ça, je me suis demandé, mais est-ce qu'il fallait que j'en arrive là à traduire en anglais mon histoire pour qu'elle ait une chance même d'exister en fait dehors. Oui. Et en même temps c'était pas pertinent puisque mon but, enfin mon travail, c'est effectivement de toucher de participer en fait, à une littérature française plus représentative et plus diversifiée et tout ce que l'on sait déjà. Donc je me retrouve là à lui en parler et mon agent avec beaucoup de lucidité me dit mais en fait ton projet va sortir, c'est juste que tu en avances sur ton temps. Mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je pensais que je devrais attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, quoi. Comme ça a été beaucoup le cas pour beaucoup d'auteurs et d'autrices marginalisés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je me suis retrouvée à écrire Nos jours brûlés dans un contexte qui nous est tombé dessus, c'est-à-dire la pandémie. Donc un peu ce sentiment que toute la population mondiale est à l'arrêt. On savait même pas, personne ne savait ce qui allait se passer en fait, nos projets, nos carrières ou quoi que ce soit, si on allait même pouvoir continuer à travailler. Donc je me souviens vraiment de cet arrêt brutal en fait du monde. et puis en fait finalement dans cette espèce d'apathie générale, quand justement j'ai réalisé que j'étais chez moi et en fait que je pouvais écrire, je me suis dit peut-être que c'est l'occasion de tester d'autres choses. Je me suis dit que donc c'est peut-être l'occasion de tester de nouvelles choses, comme revenir à la source. Et donc c'est vrai que ce qui me manquait, j'ai écrit du coup Nos jours brûlés en
2020-2021, Mhm. ce qui me manquait, c'est ce rapport direct, en fait, au lectorat. Celui où il n'y a pas, voilà, il y a pas de soumission des éditeurs, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment ce, j'ai commencé à écrire surtout sur des blogs, quoi. Donc, en fait, ce Oui. retour instantané ou presque, un peu hebdomadaire, qui peut même parfois faire shifter un peu l'histoire, c'est ça que j'avais envie de retrouver. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé Nos Jours Brûlés. Donc, j'ai décidé de m'allier du coup avec l'illustratrice Lynn Salin pour des illustrations et pour en faire une histoire web sur Wattpad et sur Tumblr. Et donc d'en faire un feuilleton en fait, vraiment hebdomadaire, où chaque semaine les lecteurs pouvaient retrouver l'histoire des Dika. Et il se trouve que parmi les lecteurs et lectrices, il y avait du coup celles qui deviendraient mes éditrices, Chalvin Michel, qui ont donc du coup découvert, avec d'autres éditeurs d'ailleurs, donc l'univers de Nos Jours Brûlés en fait. Et à l'époque, Nos Jours Brûlés, donc sur ces plateformes-là, ils faisaient l'équivalent de 80 pages. Donc effectivement, quand je rencontre finalement mes éditrices, pour parler du projet, elles me disent que ce serait l'occasion, en tout cas pour moi, de détailler. Est-ce que j'avais envie d'aller plus loin? Et effectivement, c'était un peu me donner carte blanche et donc avoir la possibilité d'aller encore plus loin, mais vraiment très très loin. C'est-à-dire que cette collaboration m'a aussi permis de voir aussi toutes ces choses que je pensais évidentes parce que je vis avec cet univers depuis 6 ans et en fait que Oui. là il s'agissait de le présenter. Et c'est très particulier cet exercice cet exercice en fait de verbaliser tous les petits détails d'un monde qui nous semble déjà posé depuis très longtemps. Bref, donc voilà, j'en suis arrivée du coup à cette collaboration où aussi, je pense aussi, ce qui a permis aussi cette collaboration, c'est que Nos Jours Brûlés est arrivé après Papillon Noir, après Le Chien de Jada, après d'autres projets et surtout après une visibilité où j'ai toujours été très claire en fait sur le type de projet que je proposais, sur mes démarches engagées et artistiques, sur mes positions. Donc je pense aussi que c'est pas comme si je m'étais retrouvée avec un éditeur ou une éditrice qui aurait pris Nos Jours Brûlés et m'aurait demandé d'en faire autre chose en fait. Je pense, voilà. Et puis le fait qu'il était déjà présent dehors, donc en fait, oui, mes éditeurs ont lu en entier l'histoire sur Wattpad ou sur Tumblr. Donc ils savaient à quoi s'en tenir, entre guillemets, et comment ça se finissait. Oui. Oui. Maintenant, c'est clair que le voir sortir en septembre, ça a été émotionnellement, ça a été très 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 intense. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension. Il y a une petite vidéo, d'ailleurs, je crois que c'est sur Instagram, non? Où on te voit ouvrir le premier carton Ouais, qui arrive avec les livres dedans, où tu le vois pour la première fois. ouais, tout à fait. Ah non, mais c'est une. Et je pense que les gens réalisent pas, mais quand on est en plus issu d'un groupe marginalisé et qu'on met ce type d'imaginaire dehors, on aimerait que ce soit lu simplement comme une histoire, mais on sait aussi qu'il y a tout un agenda politique et tout un contexte dans lequel en fait on s'inscrit où on va être décortiqué quoi. Et puis encore aujourd'hui, même s'il y a eu Papillon Noir, même si voilà il y a eu Black Panthers ou voilà, d'autres industries qui montrent que c'est possible de faire des œuvres Oui. littéraires avec des personnages noirs, on est toujours des imaginaires avec des personnages noirs sont toujours vus comme des prises de risques. Donc même la confiance que mes éditeurs avaient en mon projet n'ont pas empêché en fait cette espèce d'angoisse que j'ai Oui. intériorisée et qu'on nous renvoie en fait, que beaucoup de gens m'ont renvoyé pendant toutes ces années, de me dire en fait Nos Jours Brûlés va sortir et ce sera une prise de risque en fait. Mm. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux dans lesquels en fait Nos Jours Brûlés était un grand pas pour tellement de raisons, pour tellement de raisons. Cette date de 2049, je me suis demandé, est-ce que tu l'as choisie par rapport à toutes les catastrophes que l'on nous prédit pour la planète, souvent à l'horizon de 2050, parce que la plupart des prévisions de l'ONU, que l'on parle des gaz à effet de serre, la montée des eaux, tout ça, les prévisions un peu catastrophiques, c'est souvent 2050. Alors, est-ce que toi, c'était un hasard de tomber sur 2049 Oui, c'était ou un pas? hasard. Franchement, c'était un D'accord. hasard. C'était plus par cohérence par rapport au reste de la saga en tant que Oui. telle. Donc, je tombais pile sur 2049.
Ok, bon, alors ça s'inscrit quand même dans une... Du coup, ça rejoint, parce qu'il y a pas mal de ponts avec quand même notre réalité. Complètement. Au début, page 12, tu écris « Nous avons quitté notre maison pour un espoir », donc c'est Elikia qui parle, « Nous avons quitté notre maison pour un espoir que je peine à partager, trouver le dernier éclaireur. Selon ma mère, cet homme aurait existé avant la nuit, dans un endroit caché en Afrique. Il aurait vécu du temps des fondateurs. Ni Dieu, ni idole, ces êtres étaient chargés de maintenir l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. » Et en fait, beaucoup de choses, on va garder cette trame tout le long de cet équilibre entre le monde invisible et le nôtre qui a été rompu. Cet endroit caché, ou plutôt cette cité, s'appelait Joudou. Maintenir l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. À une époque où on s'aperçoit aujourd'hui que les sociétés occidentales ont peut-être un peu trop coupé les ponts avec ces mondes invisibles, où l'on réalise que les peuples autochtones qui ont gardé des liens avec ce monde invisible réussissent beaucoup mieux que nous à vivre en symbiose avec leur environnement, à préserver un équilibre avec la nature en considérant qu'ils en font partie de cette nature, ce que nous, on semble avoir un peu oublié parfois. Et dans ton livre aussi, à un moment, l'attitude des humains a créé une rupture des équilibres sur la planète et le jour a disparu. Cette idée de maintenir l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on observe aujourd'hui ou ça t'est pas venu par hasard, j'imagine? Oui, complètement, complètement. Parce que c'est vrai que déjà, alors d'un point de vue même spirituel, la question du rapport entre le visible et l'invisible est présente dans pas mal de croyances, et voilà, de cultures, etc. Et c'est vrai que dans l'idée de restituer, du coup, et de m'inspirer en fait de tout ce terreau spirituel propre en fait à l'Afrique francophone, il y avait aussi cette idée de questionner qu'est-ce qui appartient vraiment au réel en fait. Et donc j'ai pas mal je fais des recherches dessus. Il y avait le travail notamment de Malima Somé, il me semble, oui, Patrice Malima Somé, il me semble, qui justement en fait parlait du fait que la colonisation a aussi pris ça aux communautés africaines, c'est-à-dire le fait de dire que en fait ça ce n'est pas réel, c'est aussi voilà. C'est une construction, c'est une grille de lecture occidentale qui a été apposée à des peuples colonisés et qui justement a créé en fait cette hiérarchie entre ce qui appartient au visible à l'invisible. Or, ça appartenait au réel pour ces peuples-là, en fait. Et donc, je pense que alors c'est pas le mépris, mais en tout cas, le dédain qu'il peut y avoir aujourd'hui par rapport à ce qui tient du magique, enfin même le fait de parler de folklore ou de mythe quand il s'agit vraiment de religion, dans certains cas, c'est aussi en fait un rapport de pouvoir en fait, de la manière dont on nomme d'autres cultures qui ont été dominées et colonisées en fait dans le passé. Donc je pense qu'il y avait déjà avec Nos jours brûlés cette envie de proposer justement à travers les yeux de l'héroïne oui. Un réel qui non seulement en fait est complètement dystopique pour plein de raisons, enfin comment déjà avec le réel que l'on a, donc la nature et tout ce que l'on a vu, on a des catastrophes écologiques qui sont arrivées, et comment même dans un cadre comme ça les humains en fait continuent à trouver une autre forme de capitalisme pour survivre au sein de la nuit, mais qu'en plus même compte tenu de tout ça, lorsque Elikia découvre en fait le monde invisible, ce n'est pas plus beau en fait, il y a d'autres rapports de force qui se posent et il y a un savoir qui est perdu. Et ça, c'est vraiment une thématique que je voulais explorer avec Nos jours brûlés, c'est comment... parce que c'est ça finalement, quand on suit Elikia, elle tâtonne, oui. elle cherche à comprendre autant sa place que ce qu'il y a justement du côté de l'invisible, à comprendre aussi comment ça se fait que si elle n'était pas passée par toutes les épreuves qu'elle a surmontées, elle n'aurait pas eu accès à ce savoir perdu. Donc en oui. fait, comment toujours cette question de la mémoire, à la fois de comment la mémoire des hommes évolue et surtout en fait souffre de pertes en fait qui auraient pu permettre une certaine puissance et une transmission en fait vraiment où chaque personne est un maillon en fait finalement. Et c'était justement aussi une de mes questions suivantes, parce que Elikia se pose donc aussi des questions et nous amène, je trouve, à nous poser des questions sur y a-t-il un monde invisible ? Quelles sont les frontières entre superstition, croyance, réalité ? Des questions ou des certitudes, selon où on se place, qui existent depuis la nuit des temps, mais qu'Elikia pose d'une façon
très moderne, page 108, tu lui fais dire « Plus le temps passait et plus je découvrais que la magie n'était pas le résultat d'une prédisposition héréditaire, mais bien le fruit d'une attention toute particulière portée au monde invisible. Tout ce que j'avais entendu enfant, l'injonction de ne pas se retourner si l'on croit avoir entendu son nom soufflé par le vent, de ne jamais ouvrir une enveloppe vierge sans connaître l'expéditeur, de ne pas laisser ses rognures d'ongles ou ses cheveux derrière soi après les avoir coupés, toutes ces choses que j'avais prises pour des superstitions mal placées prenaient sens. Il était insouciant de croire que l'on pouvait évoluer dans le monde sans y laisser d'empreinte et sans que la magie ait aucune incidence sur nos vies. » Et à la fin, dans les notes de l'autrice, tu écris, et ça rejoint ce que tu viens de dire, « Parler de mythes quand il s'agit de croyances, de religions et de rituels africains est bien souvent un réflexe eurocentré. C'est le résidu d'un imaginaire colonialiste où ce qui fut produit par des peuples africains relève du folklore, entre guillemets, sans être trop sérieux. » Et tu termines en disant « Chaque lecteur interrogera de lui-même ce qui lui semble relever du vrai ou du faux, et peut-être ouvrira-t-il d'autres imaginaires. » C'est vrai que l'on croit ou non à ces croyances, ces rituels, ces religions, tout cet univers que tu as créé dans lequel on entre, dans lequel on se retrouve précipité avec Elikia, surtout que c'est écrit comme un polar, qu'on est vraiment c'est vraiment un livre de ces livres que on se dit, ah oui, là, voilà, si je veux mes 8 heures de sommeil, il faut que j'éteigne à telle heure, et en fait, 2 heures après, on y est toujours. Donc, on se retrouve précipité avec elle dans cet univers. Et en fait, effectivement, moi, j'ai vraiment ressenti que ça stimule les imaginaires. Et j'ai trouvé assez judicieux que tu nous invites à entrer dans ce monde par cet angle. Et je me demandais comment tu t'y es toi-même intéressé à tout ce monde. Est-ce qu'il y avait, c'était tes héritages familiaux, puisque je crois que ton père était originaire du Congo, ta maman de Martinique, ou est-ce que c'est passé par d'autres voies? Les deux, vraiment les deux. Ah. Et tu vois, je pense que même dans la réception en fait de Nos jours brûlés, tu dois être la première personne à me poser des questions sur ça, justement sur est-ce que finalement Nos jours brûlés n'invite pas le lecteur à questionner ce qui pour lui relève du réel ou pas. De toute la promotion que j'ai faite, personne n'a osé me poser la question. Pourtant, c'est un des sujets centraux du Ouais, livre. mais je pense que justement parce qu'il y a cette gêne et cette peur de paraître un peu oui, enfin voilà, c'est une fiction, c'est une fiction. Et c'est intéressant, tu vois, que justement il y ait très peu de personnes qui aient pris le temps de s'y arrêter en fait sur cette question de oui, mais alors ça c'est l'histoire d'Elikia, mais moi quel est mon regard en fait sur le réel et sur mes propres superstitions, etc. Donc effectivement, il y avait à la fois mes héritages par ce qu'on appelle souvent les histoires de nos parents, les légendes, etc., qui finalement en fait ne sont pas forcément des légendes en fait, qui appartiennent parfois à des croyances animistes ou des choses comme ça, enfin du moins du côté d'Afrique francophone, et aussi le fait qu'en parallèle de tout ça, Nos jours brûlés et même tout cet univers vient aussi de cette volonté de questionner qu'est-ce que c'est une femme noire qui est confrontée à une monstruosité réelle, donc qui ne soit pas celle fantasmée par un imaginaire raciste où les femmes noires sont forcément animalisées, laides ou je sais pas quoi, etc. Mais vraiment, en fait, si demain on a justement un personnage comme Edikia qui, pour plein de raisons, est confrontée à une forme de monstruosité qu'elle a en elle, qu'est-ce qui se passe en fait quels sont les moyens finalement de se choisir et en fait de se définir et en fait de créer son identité. Donc j'avais toutes ces questions-là que j'avais en tête. Oui, parce qu'elle a des marques et elle reste, elle a tout un héritage qui est terrible au fur et à mesure qu'elle s'aperçoit de ce que ça représente vraiment et auquel il semble qu'elle ne puisse pas échapper. C'est ça. Et en fait, on peut faire plein de parallèles, évidemment. Exactement. Et sachant qu'en fait, du coup, c'est un héritage extrêmement lourd et surtout qui la dépasse et dont elle ne sait quasiment rien. Et donc, en parallèle de la création, en fait, du coup, du personnage d'Elikia, il y avait toutes ces conversations autour de la sorcellerie ou des sorcières féministes. Donc, cette espèce de regain qu'on voit depuis quelques années, surtout en France, autour des questions de sorcellerie, etc., etc. Mais qui, encore une fois, je trouvais peinait à questionner, en fait,
les ressorts et les rapports historiques en fait autour de la figure de la sorcière, que ce soit en termes de représentation ou voilà, on a des séries qui pouvaient être avec des sorcières et celle qui était méchante était forcément une femme noire, donc vraiment voilà, je trouve un peu cette impensée un peu assez problématique et qui n'allait finalement pas jusqu'au bout de ce que ça voulait dire en fait, que d'être en marge par ce symbole de la sorcière là. Et en fait c'est ça, c'est que je pense qu'il y a eu un moment aussi la question de l'appropriation culturelle sur la question des croyances et des spiritualités qui a pas mal touché des conversations féministes, que ce soit autour du yoga ou que ce soit autour d'autres spiritualités asiatiques, voilà, très en vogue en Occident. Donc tout ça en fait était un peu cette espèce de contexte où je me suis posé la question, mais du coup, qu'est-ce qui en Occident en fait constitue l'invisible en fait, et en fait qui est prêt à faire ce travail de chercher, et heureusement heureusement il y a des femmes justement, des femmes blanches intéressées à ces questions-là qui vont poser aussi la question de se réapproprier finalement voilà des invisibles qui sont propres ou des imaginaires qui sont propres en fait à l'Occident. Mais donc tout ça vraiment a vraiment nourri toutes ces réflexions-là. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a poussé en fait à créer un univers où en fait la confrontation en fait elle est vraiment frontale en fait. Elle est vraiment frontale. Je veux dire, il n'y a pas Elika ne traverse pas un miroir, par exemple, pour accéder à cet invisible-là. Il est là, en fait. Il est là, il cohabite avec le monde des humains, et c'est ce que a permis aussi la Grande Nuit. Donc, en fait, on ne peut pas y échapper. Et justement, même si c'est dit un peu en filigrane, les personnes qui échappent à ça, ce sont les humains qui ont décidé de vivre reclus dans des villes où ils ont fait en sorte qu'il y ait le maximum de luminosité, et pour ne pas voir les horreurs qu'il y a dehors en fait, et ne pas se confronter finalement à l'inconnu. Dans les conséquences de la Grande Nuit, il y a aussi la montée des eaux qui est assez présente, parce qu'on la retrouve à plusieurs fois dans le livre aussi. Donc, dans Nos jours brûlés, la montée des eaux, elle a déjà eu lieu. Elle est un peu en avance sur où nous en sommes, mais on sait que c'est un phénomène aujourd'hui, nous, dans notre réalité, là, dans le monde réel du réchauffement climatique, et qu'il est en cours, ce réchauffement et cette montée des eaux, qu'il est suivi, qu'il est mesuré. Est-ce que c'est un sujet qui te préoccupe personnellement ? Oui, ouais, beaucoup, parce qu'en fait, je crois que même hier encore, je disais quelque chose, je crois que c'était sur je crois que c'était sur l'île de Java, en fait, qui se retrouvait finalement déplacée en tout cas, ou du moins, enfin, à cause de la montée des eaux. Il y avait vraiment ce choix finalement d'abandonner presque la capitale et de la décentraliser face. Voilà. Oui. Donc en fait. Ils sont obligés de déplacer Oui. C'est ça. Donc... Ça a été décidé officiellement. Ils en parlaient depuis quelques années, parce qu'en fait, la montée des eaux menace c'est ça. Beaucoup d'endroits dans le monde maintenant. C'est ça. Et en fait, ce qui me pose question, c'est que toujours dans ces questions de justice en fait, climatique, on se retrouve en fait toujours dans cette violence finalement en fait qui retombe aussi. Donc avec tout ce qu'on sait de la pollution des grands pays du Nord, etc., on se retrouve en fait avec des conséquences qui touchent directement des populations issues des pays du Sud, fragilisées, autant socialement que politiquement qu'économiquement. Et ouais, ça me questionne parce que ça veut dire quoi finalement justement pour ces populations qui payent un peu le tribut finalement d'un changement climatique qui nous menace. Et puis qu'est-ce que ça... Je pense aussi que écrire aussi un imaginaire où c'est arrivé et où en fait voilà, on a des espaces et des territoires qui sont submergés, qui ont disparu et qui du coup ont causé le déplacement de certaines populations, etc. C'était aussi une invitation à se confronter à la réalité. Parce que c'est vrai que quand on déplace les choses en se disant ce sera en 2050, etc., je pense qu'il y a un peu ce truc très humain où on essaie de se protéger en se disant bon, c'est dans longtemps. Oui, enfin, 2005, c'est pour nous, mais il y a plein d'endroits dans le monde où ils subissent déjà les conséquences. Et où ils ont déjà dû déménager des côtes parce que l'eau monte. C'est ça. Et donc, en fait, du coup, c'est ça, j'avais vraiment envie de montrer un peu cette confrontation au réel que l'on peine déjà à assumer, en fait, aujourd'hui. Et aussi toujours un peu cette idée de responsabilité collective. Parce que là, dans Nos jours brûlés, évidemment, il y a la Grande Nuit. Mais en fait,
on voit pas de mouvement de solidarité face à la catastrophe qui se met en place au sein de tous les gouvernements. Au contraire, en fait, on voit qu'il y a toujours les mêmes écueils qui persistent, le moyen de savoir comment faire du profit dans une ville, dans un monde où en fait tout dépend de la lumière, etc. Les écarts de classe sociale qui donc s'aggravent avec une pauvreté qui est encore plus grande. Enfin voilà, tout ça. Donc je pense autant que ce soit l'écologie ou même les conversations autour des enjeux sociaux que l'on voit aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pousser le curseur encore plus loin avec ce roman-là. Oui, j'étais étonnée parce que c'est quand même très, très présent. Ouais. J'ai lu dans les interviews que tu as données, on parle beaucoup de la dimension par rapport au continent africain, par rapport à tout. Mais la dimension, et page 108 aussi, tu fais dire à Elikia, au gré de ces enseignements, je m'interrogeais sur notre arrogance d'humain à profiter de la terre et de ce qu'elle portait de profiter de la Terre et de ce qu'elle portait en toute impunité. C'est ça. Là non plus, on n'est pas dans la science-fiction. C'est ça. C'est une phrase qui colle tout à fait c'est ça. À la réalité du moment. Ouais, complètement. Et puis, c'est ça, c'est que c'est des questionnements, en fait, finalement, que je voulais... qui pour moi aussi faisaient sens, parce qu'on m'a demandé si, par exemple, si c'était dans une démarche écologiste, en fait, de proposer un imaginaire comme ça. Là encore, en fait, la place de la nature a jamais été à la périphérie, en fait, dans beaucoup de cultures africaines, en fait. Donc, c'était aussi une juste restitution de montrer, en fait, si je pouvais pas m'appuyer sur des spiritualités d'Afrique francophone et ne pas, justement, lier ça, en fait, à un enjeu écologique, plus, en fait, la question aussi du réalisme, en fait, de l'univers, qui est, c'est ce qui va se passer, en fait. Donc... Oui, c'est ça. Et aussi, page 24, tu écris « Après l'apparition de la Grande Nuit, les pays les plus riches s'étaient lancés dans une course effrénée à l'innovation pour repousser l'obscurité. Quel symbole aux yeux du monde entier pouvait être plus fort que la reconquête du soleil ? Qu'il s'agisse de le ramener ou de le remplacer, chaque nation avait vu là une occasion en or d'asseoir son autorité, peu importe l'ampleur ou le prix d'un tel projet. Ce rêve, entre guillemets, ce rêve des puissants et leurs investigations avaient accéléré l'épuisement de nos principales ressources énergétiques. Celles dont les scientifiques avaient prédit la disparition en 50 ans avaient, pour la plupart, déjà disparu. Et les conséquences sur le climat avaient été dévastatrices. Donc c'est un récit, certes de fiction, d'anticipation, dystopique, mais à peine quand même par bien des aspects, et avec beaucoup de choses qui entrent en résonance avec ce que nous sommes en train de vivre et ce qui nous attend. Et en fait, je me disais que ton roman, Netflix avait de quoi faire une version africaine de Don't Look Up. Non, c'est tout à fait... parce que tu l'as vu, non ? Je l'ai pas encore regardé, justement. Le film avec Leonardo DiCaprio, où il y a aussi une sorte de caricature à peine de Elon Musk avec tous ces... Ouais, complètement. Mais j'avais vu le pitch, j'ai juste pas encore eu le temps de le visionner, mais ouais, j'avais justement senti pas mal... Enfin oui, c'est complètement ça. C'est un peu ce refus d'affronter la réalité de ces éléments-là, quoi. Complètement. Oui, puis des innovations qui sont des fausses bonnes idées, qui veulent travailler sur les conséquences mais pas sur les causes, ce qui fait que toute façon on va continuer à reproduire ce qui crée les problèmes. Donc oui, je trouvais ça assez amusant parce que je me disais qu'en plus comme tu vas faire, comme il y a il y a de quoi faire une série en plusieurs épisodes avec tout ce que tu as là, et ce serait bien. Et puis ça, comme il y a eu des critiques aussi sur Don't Look Up par rapport au côté toujours grosse machinerie américaine, dans le monde capitaliste et tout ça. Voilà, donc je me disais que ça serait sympa de le voir adapté. Il y a de quoi faire quelque chose de tellement passionnant. Et alors le ouais, je sais pas justement si Netflix écoutera ce podcast, mais effectivement, ce serait... J'imagine vraiment en plus je rebrûlais en série. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Je me suis dit en le lisant que c'était impossible que tu y aies pas pensé parce qu'il y a des tels ressorts de suspense et visuellement aussi. C'est la fin de la première partie de cette interview de Laura Nsafou. Ne manquez pas le deuxième et dernier épisode. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter et Facebook, je partage pas mal de contenu sur l'actualité des droits humains, de l'environnement, du climat. Et puis, très important, si cette interview vous a plu,
N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de So Sweet Planet. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.